Bienvenue dans Homme le podcast. Nous, c'est Marc et Marie-Ange. Un mec et une nana aux opinions souvent divergentes qui se retrouvent autour d'interviews pour découvrir et comprendre comment les hommes et les femmes peuvent enfin se rencontrer. Lui a toutes les caractéristiques de l'homme blanc hétéro cis privilégié. Et elle est une petite blonde gentille et féministe. Bref, ils semblent être tous deux des clichés de notre société et pourtant de cette rencontre a germé l'idée d'écrire ensemble une nouvelle histoire du masculin. Au-delà des clichés et des injonctions où tous peuvent trouver leur place. Dans cet épisode, nous accueillons Steven Méon, ancien militaire des forces spéciales. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour Steven. Bonjour. Bienvenue dans Homme le podcast. On est ravis de t'accueillir aujourd'hui. Avant de parler du sujet, déjà, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et qui t'écoutent sur le podcast ? D'accord, je suis Steven, j'ai 34 ans, je vis dans le sud des Landes et je suis papa d'un petit garçon qui a 10 ans. Cool. Donc, Trop bien. pour faire court. Du coup, je suis militaire, je faisais partie des forces spéciales jusqu'à il y a peu de temps, 14 ans. Et aujourd'hui, c'est une vie différente suite à une blessure où je m'oriente sur tout ce qui est thérapie psy, en thérapie brève exactement. Et à côté de ça, du coup, j'ai commencé à me former sur tout ce qui était énergétique. Voilà, suite à cette blessure, je me suis aperçu un peu de différents dons, facultés que j'avais, qui étaient en moi, qui sommeillaient et sur lesquels j'ai toujours un peu caché. Donc voilà, le magnétisme en faisait partie depuis très longtemps. Donc depuis, du coup, j'accède à ça avec des gens et puis tout se passe bien. Donc c'est un grand écart aujourd'hui. Cool. Génial. La question d'ouverture généralement qu'on pose à tous les épisodes, Bien sûr. c'est qu'est-ce que ça représente ou qu'est-ce que ça incarne pour toi le mot masculin ? Le mot masculin, c'est pas très glorieux, hein. Moi, je dirais. Vas-y. Il y a quand même quelques connotations assez violentes en fait par rapport au masculin. On le met en fait dans son paroxysme aujourd'hui de la société aussi qui fait ça beaucoup. Je prends les mouvements sociaux contre justement le masculin avec #MeToo qui était quand même poussé à l'extrême dans certains comportements masculins. Mais on est un peu catégorisé dans ça où maintenant il faut faire vraiment attention, quoi. Être un homme, c'est délicat aujourd'hui. C'est plus ok, on est dans la force vive de ce qu'on devait représenter, le patriarcat, nous mettre beaucoup de pression, nous faire croire qu'on était seul en fait, aussi, beaucoup à gérer les choses. C'est délicat pour ceux qui ont plus de sensibilité et qui très vite se sont aperçus que la vie n'était pas ça, quoi. Ou en tout cas en eux, ça résonne pas comme ça. Donc là, tu parles pour parler de toi. Donc pour toi, le patriarcat, c'est quelque chose qui t'a amené ou c'est quelque chose qui amène à avancer seul quand tu es dans un corps d'homme ? Oui, parce que du coup, déjà, généralement, le modèle, si je prends ma propre histoire, le modèle de patriarcat, le premier que j'ai eu, c'est mon père. Et mon père était complètement dans ce qui se faisait d'une autre génération, avec des excès, de faire de son mieux, hein, mais qui sont aujourd'hui complètement obsolètes et désabusées. Des choses qui ont pu se produire il y a encore 30 ans ne le seraient plus acceptées aujourd'hui. Donc cette évolution est quand même assez grande et très rapide au final. Donc quand le premier modèle masculin est vraiment poussé à l'extrême de ce qui est censé être la masculinité, on est obligé de rentrer dans le carcan, hein, c'est un peu ça. On nous pousse à, en tout cas. Moi, je suis le fils aîné. Donc, du coup, généralement, c'est vrai que quand on a son enfant, le premier, on essaie d'être le plus, pas rigide, mais strict. En fait, on va vouloir lui donner tout pour se dire, OK, j'ai rien oublié, donc je donne tout. Et même ce qui, moi, m'a pas forcément servi, je donne quand même. C'est pas grave, il fera le tri des patates plus tard. Mais ça, on te le dit pas quand t'es enfant, mais c'est plus tard que tu t'en rends compte. Et voilà, donc du coup, ça peut être un peu invasif, un peu poussé et poussif aussi. Donc il y a le conflit après qui va rentrer en jeu, mais ça arrive assez vite. Même chez les militaires, tu as le sentiment qu'on est appris à être seul, parce que j'ai l'impression, pour moi, il y a quand même peut y avoir cette image de fraternité ou de solidarité. Tu as quand même ce truc où à la fois on est accompagné, on est une bande de personnes et de militaires ensemble, mais on a quand même besoin d'être seul et d'affronter les choses seul. Alors oui, totalement, ça c'est vrai. Le côté fraternité, il est là, parce que seul on fait pas grand-chose. Ça c'est une réalité. Maintenant, on va dire qu'au niveau de l'armée, c'est l'effet qu'on voit dans la société. On a la même chose, on a les mêmes individus, on a les mêmes problèmes, même si ça représente une institution et quelque chose qui est normé avec, on va dire, plus de valeurs humaines.
Mais dans tous les cas, si vous incorporez différents éléments qui vivent avec leur vie dans des cadres bien différents, on va retrouver les mêmes problématiques. Et au bout d'un moment, le fait d'influencer et d'avoir de plus en plus de personnes qui ont vécu des choses difficiles, qui n'ont pas forcément les mêmes valeurs humaines ou qui se retrouvent pas finalement dans ce principe que l'Institut veut donner, parce qu'elle reste quelque chose qui est très, très vieux. Donc on reste aussi avec des valeurs qui étaient d'un temps, en essayant de les garder encore d'actualité, sauf qu'il faut aussi s'adapter. Et là, ça peut créer une scission. Mais généralement, plus dans les unités particulières ou un peu spéciales en tout cas, c'est beaucoup plus individualiste parce qu'on travaille en petite équipe déjà, donc c'est totalement différent. Il y a un esprit de compétition aussi qui est très grand, on vous attend beaucoup, vous avez beaucoup de responsabilités, une énorme autonomie. Et du coup, en fait, on ne viendra pas pointer le groupe du doigt, ça va être vous d'abord, avec tout ce que cela implique. Donc oui, plus vous allez vous spécialiser et plus c'est individualiste en fait, vraiment. D'accord. Même si c'est pour un effet de groupe, hein, attention. Mais le poids qui est sur vous est important. Donc, vous mettez une pression encore plus importante. De plus que déjà ce qu'a votre rôle, en fait. Il faut être au rendez-vous tout le temps. Ok, pour toi, tu trouves que ce degré de responsabilisation, il était trop intense. Et après, je veux bien que si jamais tu peux aborder, c'est quoi les valeurs de l'Institut et les problématiques que tu trouves qu'il y a à l'extérieur, que tu trouves aussi dans les milieux militaires, pour mettre des mots dessus, parce que là, pour l'instant, tu vois, quand tu dis problématique ou valeur, c'est des mots englobants, mais moi, j'ai envie de, pour moi et pour d'autres personnes, comprendre ce qu'il y a derrière ces mots. Du coup, c'est purement à titre personnel, mais les valeurs au niveau militaire, ça reste quand même la fraternité, l'entraide, le dévouement et le patriotisme aussi, forcément. Même si aujourd'hui, c'est plus le premier intérêt. Pour être honnête, hein, on n'est plus en guerre comme on a pu connaître les deux guerres mondiales, qui étaient vraiment un appel bien plus grand, je pense. Et il y a la camaraderie aussi qui en fait partie. On va pas laisser tomber. Je partage, par exemple, quand j'ai commencé, moi, c'était vraiment premières années, tant que j'étais, l'esprit camaraderie était très important. J'ai des amis avec qui je suis toujours en lien, et même si je les vois plus ou que la distance a fait que ça fait peut-être 10 ans qu'on s'est pas vu, ben, il y aura cet appel-là parce qu'on a partagé en fait. On est arrivé en même temps, d'horizons différents. On nous a pris, on nous a rassemblés ensemble. Et là, il y avait plus de, OK, il n'y a pas de différence, en fait. Vous allez vivre la même chose, peu importe votre origine, vos convictions, votre religion. Et tout ça va créer, du coup, que vous allez prendre part à cette effusion et vous allez rentrer dans l'institution avec, pour apprendre ça. Le dépassement de soi aussi, la remise en question qui en fait partie. Et de se dire, bah, finalement, je sais pas, lui, je peux pas le blairer, on vient d'un milieu, laisse tomber. Il a une grande gueule, il me gave, j'entends que lui. Et quelqu'un qui est super introverti qui va dire, mais attends, c'est quoi ce truc? L'autre, il passe son temps à gueuler, je comprends pas. Mais la magie fonctionne parce qu'on va vivre les mêmes choses et chacun va mettre de l'eau dans son vin. Et une fois que vous avez affronté différentes épreuves sur vous, ça rend humble, je pense, tout simplement. Et vous vous rendez compte que on a besoin de chacun. Le premier qui tendra la main, bien sûr, vous allez le prendre. Et le premier qui vous demandera de l'aide, vous direz. On revient à des choses plus essentielles, plus humaines, au final. C'est après où ça peut se perdre. Mais dans les formations, pour apprendre un métier, c'est là où ça se fait le plus. Ok, donc finalement, c'est en montant en grade que cette humanité, petit à petit, elle diminue. Ouais, totalement. Et Ok. oui, là, c'est exactement ça. Intéressant. Et on peut perdre ses valeurs, en fait, plus vous montez. Parce que c'est comme dans une entreprise, au final, hein, où vous avez des responsabilités. Et le but, si vous souhaitez avoir un plan de carrière efficient et monter pour avoir le plus de responsabilités et assez vite, vous allez faire une balance entre OK, ce que pensent les hommes, ce que je vais leur donner et finalement moi ma carrière. Est-ce que je me grille ou du moins est-ce que je vais à l'encontre de mes chefs de certaines directives parce que je veux être dans l'humain avec mes hommes et je veux les défendre parce que c'est les valeurs qu'on m'a inculquées au départ, ou est-ce que finalement la pression au-dessus est trop forte et puis j'ai quand même un intérêt personnel qui est plus grand que le facteur humain en dessous et du coup allez, sur ça, je fais une impasse et c'est pas très grave. Je vais quand même monter plus vite. Ou je vais monter tout simplement. Voilà. Ça va dépendre vraiment de son histoire à chacun. Ouais, donc parfois, c'est des choix éthiques vs carrière. Ça peut l'être. Oh. Ça peut être. Alors, il faut remettre ça dans un contexte, mais quand c'est un temps de commandement qui est que seulement sur 2 ans, et que si vous n'avez pas la même perception que d'autres, alors que c'est vous qui êtes poste de responsabilité,
Si un conflit humain ne vous semble pas légitime ou qui n'a pas à prendre une telle ampleur, est-ce que ça vaut le coup de batailler ou est-ce que vous jugez qu'en fait c'est une individualité qui va poser un problème et ok, bon, si je donne pas trop d'importance à celui-ci et que j'arrive à le gérer à mon niveau, peut-être que voilà, ça va se calmer et il n'y aura pas plus de problèmes. Il y a aussi ça. En fait, c'est la perception de management qui est super importante, qui manque, je pense, au sein de l'institution. Ok. Beaucoup de choses. Et donc toi, tu as vu par exemple, des commandants ou des un peu plus haut gradés qui avaient une sorte de cœur ou de volonté d'être dans l'humain et qui n'ont pas monté les échelons, ou forcément au bout d'un moment, tu as une sorte de pression et tu vas lâcher le côté humain? Je sais pas. Bon, c'est un choix individuel. Après, sur ce que j'ai vu, je l'ai vu à un poste où j'étais pas forcément avec autant de responsabilités, donc c'est facile de porter un jugement sur ça. Ouais, ce serait peut-être maladroit de ma part d'aller dans la critique à ce moment-là, mais en tout cas des gens, alors pas forcément commandants, parce qu'on parle sur les officiers, mais même en dessous, ou un peu plus bas en fait en termes de responsabilité. Les gens qui sont déconnectés, ça oui. C'est-à-dire qu'ils ont de très grandes responsabilités, donc ils vont gérer un système dans des bureaux, beaucoup avec un fichier informatique pour créer un canevas. Et finalement, dans ce qui se passe sur le terrain, c'est là où il y a une déconnexion. C'est que le terrain et ce qui se passe dans un bureau, c'est totalement différent. Donc, c'est pas prendre la mesure du terrain pour essayer de mettre à jour un peu les directives, quoi, ou les souhaits. Parce qu'on peut techniquement avoir plein d'envies et il faut que humainement ça puisse passer. C'est là où il peut y avoir une différence. Et s'il y a trop d'orgueil, bah, du coup, on va vous imposer que ce sera comme ça, même si ça rentre pas avec, ça colle pas à la réalité. Juste une question, toi dans le corps d'armée où t'étais, est-ce que c'est un milieu uniquement masculin ou est-ce qu'il y a aussi des femmes? Non, alors il y a des femmes aussi, mais Ok. pas en tant qu'opérateur, donc pas en tant que combattante, on va dire. Ok. C'est Ok. plus ce qui est logistique. Ok. Il y a le côté opérationnel où là, aujourd'hui, c'est uniquement masculin. Ok. Ok. Et donc c'est marrant parce que je fais des liens pour moi, parce qu'en ce moment j'écoutais une des bases qui permet à la masculinité de survivre, c'est la déconnexion. Et que à la seconde où tu demandes en gros à un enfant, et plus le temps passe, de se déconnecter de son monde émotionnel, et plus il peut performer dans le côté masculin. Et c'est marrant parce que tu dis qu'effectivement l'aspect qui est complètement déconnecté, c'est le cerveau, qui est quand même souvent où on lit le rationnel, en tout cas chez moi, au masculin. Et donc c'est marrant qu'effectivement, pour être très rationnel, objectif et fonctionner, c'est la déconnexion, le cerveau, donc des énergies masculines, mais dans un truc qui est complètement déconnecté du cœur, alors que sur le terrain, j'entends que, en tout cas, quand moi je t'entends parler de fraternité, de tout ça, des valeurs positives, hein, entre guillemets, que tu as trouvées, moi, en tout cas, moi, j'avais un énorme smile, je trouvais ça beau quand tu me parlais de ces valeurs sur le terrain. Et qu'effectivement, c'est un peu ce parallèle que je vois dans ce monde entre le vécu du terrain et ceux qui prennent des décisions qui n'ont plus aucune connexion et qu'on sont juste et qu'il faut prendre des décisions déconnectées de l'émotionnel. Je sais pas si j'ai une question dans tout ça, mais ça me faisait penser à ça, le décalage entre effectivement, quand on est que dans une énergie masculine déconnectée du cœur, à ce moment-là, on est dans un truc objectif et il y a de la violence, il y a de la hiérarchie, il n'y a plus de sensibilité, on n'appréhende plus l'humain du tout, alors qu'il y a un objectif de gérer de l'humain. Totalement. Et oui, c'est de dire, c'est essayer de dire que vous n'êtes pas capable de fonctionner seul et on va vous tenir la main en permanence. Sauf que bah, avec le temps, vous évoluez, vous avez une vie de famille aussi, et puis vous avez une maturité qui est différente en fonction de chacun, mais on parle quand même de personnes qui ont entre 20 et quasiment 50 ans pour certains, pas loin. Donc en termes de maturité, il y a quand même du vécu et puis ce que vous faites. Donc, on essaie quand même de vous dire, tu peux pas réfléchir par toi-même, du moins pas suffisamment bien pour que ça serve quelque chose de plus grand. Et c'est là où, du coup, il peut avoir une scission. C'est exactement ce qui se passe avec nos politiques. Là, le conflit est là parce qu'on a l'impression qu'on est des enfants, finalement, où on nous dit de quoi faire tout le temps, et puis on est maintenu dans un certain climat de crainte ou de questionnement, et qu'est-ce qui va se passer, et voilà, tout. Enfin, au niveau climatique, enfin, il y a plein de. C'est pas le sujet là, mais tout est fait en fait comme ça. C'est au final ce qu'on voit en termes de gérance au niveau d'un pays. Bah, vous l'avez dans toute entreprise, dans toute institution, c'est exactement la même chose. Vous avez quelqu'un qui est à la tête ou avec des gens en responsabilité. On ne prend plus forcément en bas. On essaie de faire un ratio, de dire c'est ça. Entre nous, on est en petit comité. On a tel objectif.
On sait que la population réagit comme ça. Et on va essayer d'influencer pour que ça tire vers là où on veut amener. Et faire passer ce qu'on a envie de faire passer à côté. Tout est une question de gestion. Encore plus dans l'armée où l'enjeu, c'est pas le même que dans une entreprise. Par exemple, dans une entreprise, la plupart du temps, l'objectif est financier. Là, il y a quand même des enjeux plus grands. Est-ce que quand on rentre, alors je sais pas ton parcours au sein de l'armée, mais est-ce que quand on rentre, donc on est encore au bas de l'échelle, ça fait peur de mettre de côté ses propres réflexions et quelque part, on est obligé d'obéir à ce qui tombe sans questionner pour que ça fonctionne? Ouais, alors je pense que c'est une très bonne question. Quand tu es en bas finalement et que tu es assez jeune, moi je me suis engagé, j'avais 21 ans, donc forcément il n'y a pas la maturité, il n'y a pas l'ensemble, et tu sors justement de formation et un peu de l'émulsion collective qui a créé où tu t'es fait des amis à vie quoi, sur ce que tu as partagé. Donc tu vois pas tout ça en fait. La première mission va arriver et tu comprends pas trop ce que tu fais. Souvent, ça peut être que du positionnement, donc c'est-à-dire que tu vas être là pour les intérêts, faire de la formation ou de la garde, mais c'est pas trop parlant, c'est après en fait. C'est après. Aujourd'hui, les conflits sont différents de ce qu'il y avait il y a encore 10 ans. Ils sont beaucoup plus durs, donc on est pour tout le monde, c'est du concret, même s'ils arrivent avec très peu d'ancienneté. Quand il y avait le Mali qui était encore ouvert, ou quand c'était des autres conflits très durs aussi en Afghanistan notamment, des gens qui avaient à peine un an près de formation ou un an d'armée, on va dire. C'est 6 mois de formation minimum pour tous. Et après, sur les spécialités, ça peut être plus long. Et des gens qui arrivaient sur un front avec une telle violence, ben, au final, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait. Et quand il y a des premiers blessés ou quand il y a des morts, c'est là où la remise en question se fait, de façon plus importante encore. Au final, qu'est-ce qu'on est venu faire? Pourquoi on y est? Et il faut expliquer. En fait. Est-ce que ça vaut le coup? Et puis, il y a des questions personnelles qui en viennent. Ça, c'est vraiment individuel. En fait, il y a carrément une notion de foi en les décisions qui viennent d'au-dessus quand on est face à des choses aussi dures. C'est soit on y croit, on a les convictions et les valeurs, soit j'imagine qu'il y a beaucoup de questionnements. Mais ouais, il faudrait interroger plus de monde que moi par rapport à ça. Non, mais après, en fait, c'est comme ça. On s'est engagé aussi pour le boulot et d'un objectif global quand il s'agit sur un théâtre d'opération, quand c'est vraiment des conflits qui sont armés, que c'est vous face à eux, face à quelqu'un d'autre. C'est une question de survie. Donc là, il n'y a pas cette question-là, elle ne vient pas. Ouais. C'est après ou avant. Mais vous avez des objectifs aussi, il y a du concret aussi, il y a de l'humain, il y a une question, il y a des civils qui sont au milieu, donc voilà, il y a plein de choses. Si c'est pour aller repousser, je sais pas, ce qu'on va estimer comme terroristes, des combattants, pour libérer une partie de la population, nous en tant que militaires, bah, finalement c'est un peu ça notre rôle, quoi. Donc là, il n'y a pas de question à se poser. Mais finalement, quand derrière il y a un aspect qui peut être économique, le fait de le repousser, et que vous vous rendez compte bah, qu'il faudrait être là en permanence pour faire ça, puisque dès que vous allez vous déplacer, bah, les gens vont revenir. C'est un jeu d'échecs en permanence, donc plus délicat. Ça dépend des questions qu'on se pose, ça dépend de ce qu'on veut mettre, si on est honnête avec soi, ça dépend de ce qu'on est venu chercher en fait, je pense, tout simplement. Et toi, tu étais venu chercher quoi? Parce que alors, il y avait une question que au moment, je crois, quand tu parlais du patriotisme, je crois qu'il y avait une mélancolie. La première fois que tu as parlé de patriotisme, il y a longtemps, je sentais une forme de mélancolie où il y avait une énergie un peu triste, comme s'il y avait plus cette valeur de vouloir de défendre sa patrie pour protéger justement les civils ou être au service de quelque chose qui est utile ou qui a du sens. Toi, qu'est-ce que tu es venu chercher ou qu'est-ce qui t'a amené à être militaire? Bah, écoute, moi c'était... En fait, je voulais voir le monde tel qu'il était et pas ce que les infos me disaient. Donc très vite, je suis parti dans une unité particulière. J'ai essayé en tout cas assez vite de faire, d'être assez spécialisé et me rendre compte que d'une, c'est pas tout le monde qui peut y être. De deux, c'est très concret ce qu'on fait, donc il ne s'agit pas de mon début de carrière où c'est que du positionnement ou de la formation. Et, ouais, et après, du coup, on joue sur des objectifs stratégiques, donc voilà, c'est là pour le coup, on est dans ce qui se passe en lien direct bien souvent avant les informations ou des informations vont filtrer alors que on peut être en pleine opération ou voilà, plein de choses comme ça. Donc on fait partie pleinement et c'est se rendre compte par soi-même en fait.
C'était ça, l'objectif. Et me prouver que je pouvais, pas que je pouvais, ouais, je sais pas, j'ai toujours eu cet appel, en fait, vers des choses plus grandes que moi, pour des causes plus grandes. Ça, c'est quelque chose qui me caractérise. Et est-ce que Mais tu as vraiment. Pardon. Est-ce que tu as trouvé tout ça ou pas dans Ouais, bien sûr, ouais. Oui, mais voilà. Après, il y a eu ce conflit intérieur qui était au final, est-ce que c'est vraiment ça, quoi? Ou alors c'est plutôt, c'est pas est-ce que c'est vraiment ça, c'est de dire, bah, tu vois le meilleur humainement et tu vois le pire aussi. Et, et du coup, c'est est-ce que tu te reconnais encore là-dedans? Est-ce que c'est vraiment ça ta vie? Enfin, voilà, est-ce que ta vie, c'est d'aller faire le justicier en permanence? Et est-ce que tu as pas des choses à faire d'autres? Voilà. Mais ça, c'est un appel ouais, de l'âme, je pense, à ce moment-là. C'est vraiment ça. Et ça, vous pouviez en parler entre vous? Enfin, vous en dialoguez? Est-ce que vous avez des conversations? Ce que tu disais que souvent, tu vois, une fois le premier conflit, les premiers blessés, il y avait moyen. Enfin, est-ce que vous avez... Ouais, vous en Oui, parliez? ouais, bien sûr, il y a des moyens. Ouais, alors, entre nous, évidemment, le dialogue est très ouvert. Il n'y a aucun problème. Au contraire, il y a une proximité aussi qui se fait avec nos chefs qui est assez grande parce qu'on est justement on est en petit groupe et le travail fait que du coup, on a accès très facilement aux gens voilà, qui commandent, qui peuvent commander carrément une force, etc. Donc ça, c'est bien. En proximité, on a un souci, on a besoin d'en parler. Voilà, ils viennent et eux savent aussi l'importance que l'on a, nous, d'être sur le terrain. Sans ça, ça peut pas fonctionner. Donc sur ça, il y a un respect mutuel qui est là. Mais après, c'est en parler, si tu parles avec des psychologues, par exemple, ça s'est mis en place. Il y a des retours maintenant qui sont faits avec des psys pour savoir comment ça se passe. Voilà. En cours, ils peuvent très bien venir pendant la mission et puis après, on refait un point au retour quelques mois après pour savoir un peu comment ça va. Mais après, c'est toujours délicat. Il y a des gens qui vont pouvoir préférer peut-être, si c'est un conflit qui a été difficile et où il y a eu des morts, hein, où il y a eu des blessés pendant un mandat. Donc un mandat, c'est 4 mois actuellement au sein de l'armée. Voilà, si c'est un mandat comme ça où il y a eu des pertes, est-ce que tout le monde va vouloir envie de parler? Peut-être pas. Il y en a qui vont être choqués, qui vont vouloir introniser ça, qui vont avoir besoin de prendre du recul. D'autres qui vont avoir besoin justement d'en parler parce qu'il faut que ça sorte. Et d'autres qui vont se sentir peut-être responsables. Et là, du coup, ça peut être très compliqué. Il faut imaginer en nombre parce que si sur une section, c'est 30 personnes, donc sur 30 personnes, c'est quand ça commence à se poser des questions. Il y a aussi l'effet de groupe, la peur, qu'est-ce que ça va engendrer derrière s'ils ont eu des blessés, si ça a été une attaque sur un camp. Donc, voilà, il y a tout ça, quoi. Est-ce que tu as la sensation que, en tout cas en aide psychologique, vous êtes bien accompagné? Est-ce que tu as la sensation que c'est quelque chose qui est un vrai soutien ou est-ce que ça s'est mis en place petit à petit? Je pense que c'est bien, qu'on peut faire mieux, on peut toujours faire mieux, dans tous les cas. Mais c'est bien déjà, il y a quelque chose, Super. il y a quelque chose qui a été mis en place. Et après, ça va tendre à changer. Les choses changent, les gens bougent. Et ceux qui sont le plus enclins à amener une nouvelle mentalité et du coup à faire vraiment une refonte du système qui va se retrouver dans un cul-de-sac, ça sera la jeune génération, enfin la jeune génération, les gens qui arrivent avec leur conscience, avec leurs envies, leur choix de carrière. C'est-à-dire que là, ils veulent connaître le frisson, par exemple, pour certains, surtout dans les unités particulières. Hein. Ceux qui arrivent, déjà d'une, ils sont diplômés. Avant, on n'avait pas beaucoup de diplômés, mais là, on parle de gens qui ont des licences, voire plus, qui commencent en bas de l'échelle. Et en fait, ils se disent, moi, je sais que dans le civil, j'avais un poste, j'étais ingénieur, etc. Mais il me manque quelque chose, j'ai envie de connaître le frisson, faire partie de quelque chose de particulier, d'avoir cet effet de groupe. Et au final, au bout des 5 ans, ils vont dire, voilà, j'ai connu ce que j'étais venu chercher, donc maintenant, je retourne dans ma vie, quoi.
Avant, on n'était pas sur ça. Avant, on était sur des gens qui avaient un profil plutôt de carrière longue. Et du coup, en termes de management, c'était facile de dire, écoute, de toute façon, si tu espères et si tu comptes faire ta carrière longue et puis potentiellement avoir une retraite après tes 20 ans de service, bah, il faut que tu suives quand même le move. Donc, tu peux pas tomber sur des gens. Voilà, on va te dire, bah, écoute, tu vas faire ça, et puis c'est quoi, ça reste des ordres, c'est une institution. C'est pas, on te dit pas, tiens, ça te dirait de faire ça, et tu dis non. Ça marche pas comme ça. Bon, ça reste quand même l'armée, quoi. Donc, évidemment, c'est pour toi. Évidemment, des fois, ça va tomber pas du tout en adéquation avec ta vie privée, mais il y a toujours le bénéfice-sacrifice à faire, savoir ce que tu as envie à ce moment-là, et des fois, bah, des choix que tu vas dire, bah, non, je peux pas parce que j'ai une naissance d'un enfant, ou ma femme, ça va pas, bah, ça peut scinder. Donc, soit ça va scinder dans ta vie privée, soit ça va scinder dans ta vie professionnelle, parce que voilà, tu n'es pas sur le même courant. Ouais, la vie de militaire, de toute façon, c'est un mode de vie, c'est pas un choix de métier classique. Ça va ensemble. Non, c'est un métier de sacrifice, mais comme les pompiers, comme les infirmiers, comme les docteurs. On parle des parents qui sont docteurs, ils ne voient pas leurs enfants finalement tant que ça. Alors nous, certes, on ne les voit pas. J'ai pas vu beaucoup mon fils, c'est vrai. Et quand j'étais là, bah, j'essayais d'être là au maximum. Mais si on doit quantifier, c'est très peu. Et puis on a le désavantage de partir, quand on part à l'étranger, c'est 4 mois d'affilée, donc ça paraît beaucoup plus long. Ils ne se rendent pas forcément compte de ça. Ouais. Et puis quand ils sont enfants, c'est la beauté des enfants, c'est que cette pureté qui est de dire, mais pourquoi tu pars là-bas? Qu'est-ce que tu vas faire? Et voilà. Voilà, du coup, ça pousse dans ses retranchements aussi. Hein. Ouais, c'est sûr. T'es toujours militaire aujourd'hui? Oui, actuellement, oui. Mais plus voilà, dans un système de reconversion. Donc, je pars plus, c'est différent. Ouais. Et avant, le sujet de la paternité, ça nous intéressait aussi. Il y a beaucoup de personnes qui ont arrêté. Enfin, toi, sur les 14 ans, il y en a beaucoup qui arrêtent en cours. Ils arrêtent dans quel état? Ouais, alors en fait, c'est pas. T'as l'air de traverser ça et d'avoir du soutien dans d'autres trucs. C'est en fait, tu signes un contrat, donc les contrats à l'armée, ça peut être de 1 an. Généralement, c'est un an renouvelable, d'accord, pour les gens qui sont un peu perdus. 3 ans et 5 ans, d'accord. Donc en fait, quand tu es civil, quand tu vas signer ton contrat d'engagement, tu auras choisi ce que tu souhaites. Si tu veux t'engager, ce sera 3 ou 5 ans. Et si tu es juste volontaire au titre de l'armée, donc tu es rémunéré, mais c'est qu'un contrat d'1 an. Et après, tu fais le choix de basculer sur un contrat ou pas. Et pendant ce temps-là, bah, il y a des gens qui ne renouvellent pas parce que du coup, soit ils n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient, soit finalement, bah, ok, c'était cool, mais bon, finalement, dans le civil, bah, je sais que dans le civil, je vais m'en sortir. Et puis, bah, il y a les gens qui vont signer à l'issue des 5 ans, qui vont vouloir renouveler. Donc, généralement, on te fait signer un contrat entre 4 et 6 ans pour amener à 11 ans. En gros, les créneaux, c'est 5, 11. Et à 11, on t'amène jusqu'à tes 20 ans, enfin 19 ans et demi. Tu as le choix, après, suivant si tu montes ou pas, mais on va dire qu'à la base, ce sont ces tranches-là, quoi. D'accord? C'est 5 ans ton premier contrat, le deuxième qui va t'amener à 11 ans. Tu auras aussi un choix à faire si tu souhaites continuer ou pas. Et après, on te fera signer jusqu'à, si tout se passe bien pour toi, jusqu'à ta retraite, quoi. Ok, donc à chaque fois, il y a une date de fin où on se repose la question de si on veut y retourner. Ouais, tout à fait. Ok. Ouais. On a le choix, hein, il n'y a pas de. Et après, si jamais ça n'allait pas, on peut demander à être sur un poste sédentaire aussi. Ok. Il y a plein de possibilités. Hein. On a les choix de changer d'unité aussi, si on veut poser. C'est pas arrêté en fait. Ouais. Okay. Et donc toi, après c'était aussi la question, c'était sur les dommages que ça peut faire. Toi, tu as arrêté parce que tu as eu alors je sais plus comment ça se dit, un PTSD en anglais. Un PTSD, ouais, un syndrome post-traumatique. Et il y en a beaucoup qui vivent ça, qui ont ça, qui s'arrêtent avec ça, ou c'est... il n'y a pas de... Ouais, bah, ça touche beaucoup. J'ai pas les chiffres parce qu'il faut être dans le corps médical, mais oui, plus les conflits sont durs et forcément c'est un peu le vase de trop plein, quoi.
C'est la goutte vraiment qui. Donc ça peut être. Moi j'en ai connu en tout cas durant ma carrière et là durant la dernière unité où j'étais, oui ça. Il y en a de plus en plus. Oui, parce qu'avant c'était caché, c'était pas bien vu. Voilà, parce que en tant que force spéciale, ben, on n'avait pas le droit de dire ce qui allait pas. C'était pas normal d'avoir ces sentiments voilà, d'avoir peur en fait, de faire des cauchemars, de plus se sentir soi-même. Enfin, ce que l'on était, ce qu'on nous a dit, la liberté de parole était beaucoup moindre il y a pas si peu de temps encore. Donc maintenant, ça se décante. Alors, donc tant mieux par rapport à ça. Et après, le suivi se fait avec les instances militaires, avec l'hôpital militaire. Il y a un suivi qui est fait, voilà, qui est bien fait. Hein. Ça peut être plus ou moins long. Pour essayer de revenir au sujet du podcast, est-ce que en plus les unités spéciales, c'est vraiment un peu le summum de ça, est-ce que tu as l'impression qu'entre vous, il y a le fait de devoir coller à tous ces clichés du masculin, qui n'a pas le droit de faillir, qui n'a pas le droit d'avoir ces émotions-là, ou est-ce qu'au contraire vous vivez des choses tellement intenses que vous êtes au-delà de ça? Bah, je pense qu'on est au-delà de ça en fait. On se pose pas la question parce que ça peut arriver de craquer et surtout dans les unités comme ça parce que les formations sont beaucoup plus longues, parce que le cursus est bien plus difficile et la remise en question elle se fait du coup en permanence. Et des doutes on en a beaucoup, donc et c'est l'avantage aussi, c'est qu'on se connaît, c'est pas parce qu'on va voir voilà, on sait qu'on a le droit de craquer et que ça va pas mettre en danger d'autres personnes. Parce que même si au plus mal dans nos émotions, on va réussir à être au rendez-vous sur une opération, quoi. Même si on s'entend pas plus très bien avec son partenaire parce que je sais pas, on s'est pris la tête. En aucun cas, là, il s'agit de mettre sa vie en jeu. Ça va défaillir sur le travail. Jamais. Et c'est ça la grande force finalement. Mais c'est de se dire, bah, putain, si en fait on arrivait à mettre les égos de côté, tous, ben, on pourrait faire encore plus, quoi. C'est fou parce que ça veut dire que l'armée, qui est un milieu extrêmement masculin, dans les sections les plus qui sont confrontées au plus de violence, finalement c'est celle qui se défend le plus de tous ces clichés et critères du masculin qui sont, je veux dire, dans une boîte de potes dans la vie civile, il y a beaucoup de clichés en mode il faut pas pleurer, il faut pas avoir peur et tout. Finalement c'est peut-être dans ces conditions un peu plus extrêmes que vous en défaites le mieux, quoi. Ouais. Bah ouais, parce que de toute façon, les émotions, elles sont trop fortes, et puis vraiment, il faut que ça lâche. Alors, il y a des gens, c'est très individuel, hein, il y a des gens qui vont réussir, qui vont rien lâcher avant de transparaître, mais c'est plus une autre génération, hein, je dirais, des gens qui sont un peu plus, en disant de plus que moi, les quadras, parce que c'était aussi une autre façon on a été éduqués, formés différemment, donc c'est juste ça. Mais aujourd'hui, alors je dis pas que les gens vont pleurer devant d'autres, pas forcément, mais en tout cas, ils vont lâcher avec un mec avec qui ils s'entendent bien, un ami, ils vont pouvoir lâcher, ouais, bien sûr. Ça reste dans un petit cadre dans lequel il y a tellement d'émotions et tellement de trucs forts, c'est pas non plus on se retrouve autour de la bière après et on pleure. Bah, ça peut être à se remémorer des souvenirs, et puis voilà, il faut que ça lâche tout ça, mais c'est très personnel, ça. Enfin, Okay. tu vois, c'est pas parce que toi, tu es sous l'émotion que tu vas attendre que les autres le soient. Et tout le monde ne va pas avoir cette facilité-là, même de lâcher, parce que c'est pas une question d'être militaire, c'est une question d'où tu viens, en fait. Qu'est-ce qu'on t'a inculqué, et au final, c'est quelle avancée tu as fait sur toi en tant que masculin pour te dire, ben, même si je pleure, ça ne cache en rien ma virilité ou ma responsabilité ou l'image que je peux avoir de moi devant les autres. C'est cool aussi qu'on parle du virage. Ouais. Bah, c'est quoi toutes les. Je sais. Après, j'ai potentiellement envie de parler peut-être du moment où tu t'es blessé. Et après, donc, qu'est-ce que tu as gardé de positif ou les valeurs positives ou négatives ou liées au masculin, au féminin que tu as trouvé dans l'armée? Qu'est-ce que tu as découvert ensuite? Et surtout, ma question, c'est est-ce que tu t'es blessé avant le PTSD ou après? Tu vois, est-ce que c'est ton cerveau qui t'a fait? Est-ce que c'est l'ouverture du trauma intellectuel ou émotionnel qui a fait qu'il a dit à ton corps de se blesser?
entre guillemets, ou c'est la blessure qui a réveillé Le cerveau. le trauma, entre guillemets? Écoute, pour être honnête, lors de mon dernier déploiement, du coup, j'étais saturé. Saturé émotionnellement, c'était voilà, une mission qui était très intense en termes humains. Beaucoup de fatigue parce que très très rythmé. Et du coup, voilà, c'était compliqué quoi. Là, il n'y avait pas vraiment de moyen de décompression. Euh, il y a cette tension qui était permanente. Et du coup, je savais que j'aurais le droit de l'acheter, c'était une fois que je rentrerai en France, donc chez moi. Et c'est ce qui s'est passé. Du coup, voilà, quand on est rentré, du coup, bah, 3 jours plus tard, je suis rentré, 3 jours à la maison, et au troisième jour, il a fallu retourner sur sur mon lieu de travail juste pour récupérer en fait le fret, ce qui est revenu. Et là, c'est mon fils en fait qui m'a fait prendre. Il est arrivé, il était dans sa chambre, il est arrivé dans le salon, il m'a dit papa, s'il te plaît, pars pas, en pleurs. Et, euh, et du coup, ouais, je crois que c'est là que ça m'a. Donc je l'ai rassuré, je lui ai dit que je revenais, c'était pas pour partir. Mais je crois oui, là, il y a eu le début de quelque chose, en tout cas vraiment fort. C'est-à-dire que là, c'est un appel qui vient du plus profond de sa chair, ça reste son enfant, donc, et c'est sa souffrance en fait qui a fait que là, je me suis dit bon, ok, ça a été dur pour tout le monde en fait, vraiment dur. Et c'était le temps du confinement parce que je suis rentré en fin mars 2020, donc le confinement avait déjà commencé en France. Euh, et, et ça m'a permis en fait de poser les choses, et voilà, tout simplement. J'ai fait le choix ensuite de quitter mon groupe dans lequel j'étais, euh, d'arrêter de partir en mission. Et j'étais dans la période où oui, il y avait, bah, c'était le tournant quoi. En tout cas, lui, c'était pas anodin. Et moi, j'avais vraiment besoin de ce temps de réflexion, voilà, qui a été fait du coup pendant le confinement. Et c'est après, à la reprise du travail, au mois de juin, où j'ai eu un rendez-vous post-opérationnel là, avec un psy, voilà, pour faire un peu le bilan. Et moi, je sentais que j'étais tendu depuis 2, 3 jours. Et voilà, mon ex-compagne m'a dit, écoute, en fait, ça fait 2 semaines que tes nuits sont super, super agitées. Je m'en étais pas rendu compte. C'est à ce moment-là où, en fait, en discutant avec la psychologue, un peu de la mission qui avait été particulièrement rude pour tout le monde, voilà, parce qu'ils reçoivent tout un groupe, hein, enfin, tous les participants de la mission, de comprendre un peu tout ce qui en était, et de comprendre que bah, finalement mes nuits, si je suis honnête avec moi, bah, je dors pas bien, j'ai beaucoup de cauchemars. C'est comme ça. Et c'est là où je me suis dit, ok, c'était plus. Moi, j'avais fait le choix déjà d'arrêter, on va dire, la vie de groupe pour mon enfant. Et après l'arrêt, c'est fait. Bah, c'était pas moi qui ai décidé que j'avais un PTSD. On m'a dit, on pense que vous avez un PTSD. Et à partir de là, c'est là où ça s'est vraiment. Tout s'est mis en place. La blessure s'est mise en place, et ça a été une longue traversée à ce moment-là. L'isolement aussi. Et c'était donc ça, là, c'était, quand tu disais blessé, c'était blessé plus émotionnellement, ou t'as t'as une blessure physique qui est apparue Non, 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 c'est resté. Non, c'est psychologique, hein. Qu'est-ce qui a changé? Parce que tu parlais de ton fiston, et que là, tu es en train d'en parler. Qu'est-ce qui a changé? Enfin, comment tu as appréhendé les valeurs masculines ou la paternité avant et après ce moment-là? Qu'est-ce que tu as eu envie de changer, d'en transmettre dans qu'est-ce que c'est qu'un homme? Qu'est-ce que c'était qu'un homme pour toi avant ça et maintenant? Alors sur ça n'a jamais changé. Ok. Ça n'a jamais changé parce que voilà, avec mon ex-compagne, du coup la mère de mon enfant, c'était un souhait déjà que j'avais d'avoir un enfant. Ça assez vite et assez tôt. J'avais 24 ans quand mon fils est né. Et moi, je voulais déjà lui montrer la beauté du monde dans lequel on vivait. Et je me suis toujours promis que je l'amènerais partout avec moi pour qu'il se rende compte, partout autour du monde, hein, qu'il se rende compte un peu sa plus grande richesse, en fait, finalement, c'est les valeurs humaines.
Et tout ce que moi je faisais, alors certes, c'était beaucoup de déplacements, beaucoup d'absences, mais ça me permettait d'avoir une certaine vision dans un pays où c'est pas forcément une destination touristique, où les gens n'ont plus rien. Eh ben, comme on peut voir, un simple sourire, ça va illuminer tout un corps. Il pleut, les gens sont. Enfin voilà, il y a plein de choses en fait. C'est revenir à l'essentiel et de ça, de se dire, bah, tu vois, tout ce que tu vis là, mais en fait, la vie, c'est pas ça. Voilà, c'est surfait, c'est pas. Et, et voilà, c'est cette lumière-là qui était super importante en lui, qui la garde. Et son âme, voilà, qu'elle soit nourrie de rencontres, en fait. Juste la rencontre avec les gens, qui se fasse après sa propre idée, sa propre opinion plus tard. Mais là, c'était le plus important, c'est ça. Du coup, les valeurs, j'ai quand même une grande sensibilité. Je suis un hypersensible, hein, ça, je l'ai découvert, ou je l'ai redécouvert plutôt, parce que c'était pas trop en adéquation avec mon paternel. C'était pas en adéquation avec le métier que j'ai choisi. J'ai voulu encore m'enfermer dans quelque chose qui n'était pas. Voilà, je réfutais tout ça. Et aujourd'hui, bah, je l'assume totalement et j'en suis fier. Alors, c'est très fatigant parce que du coup, ça mène sur d'autres choses. C'est que les gens, certaines personnes n'auront pas le temps d'exprimer leurs émotions que nous, on va ressentir, soit qu'il y ait un blocage, soit qu'il y ait une euphorie, soit peu importe. Et ça, voilà, ça va vite, quoi. Donc, du coup, si on multiplie ça par le métier que j'ai fait, des situations donc, où il y a un climat social qui peut être tendu juste parce que vous passez dans la rue, voilà. C'est plein d'informations qu'il faut apprendre à gérer et canaliser aussi, à rejeter certaines, faire le tri un peu, de ne pas tout prendre pour soi et essayer de se protéger. Donc après, quand ça sature, ça peut péter un peu, mais voilà. Comment on vit la transition quand on passe d'un métier typiquement masculin à, tu parlais de magnétisme, j'ai l'impression que là tu parles beaucoup d'émotions, j'ai l'impression que tu diriges vers quelque chose qui est beaucoup plus dans une énergie féminine. Comment on passe de l'un à l'autre? Est-ce que cette transition elle est facile? Eh ben, en fait, je pense qu'il n'y a pas de. C'est un emploi finalement parce que le cerveau, on a les deux sphères et un hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Il y en a un qui est masculin et l'autre qui est beaucoup plus ouvert, qui est au féminin. Donc le féminin, ça va être tout ce qui est ressenti, ça va être tout ce qui est artistique, c'est voilà, tout ce qui est dans l'émotion. Alors, on reçoit, alors que notre sphère qui est masculine, c'est tout dans le donné. Il faut que ce soit quantifiable, normé, et il faut que ce soit rationnel. Sinon, on ne va pas laisser de place à ce que je ressens. Si c'est pas prouvé, si c'est pas prouvable, c'est que ça n'existe pas. Ben ça, en fait, je pense que c'est en moi depuis enfant, vraiment. Je le disais dans la bio, mais voilà, enfant, j'ai écrit très très jeune, très tôt, et tout ça, ça faisait partie de moi. Et au final, je pense, c'est plus de récupérer qui j'étais. Et du coup, c'est pas vraiment une transition. Enfin, ça me choque pas de. Et au contraire, je sais pas, je suis plus fier de me dire, ben, quand j'explique un peu aux gens, ils me disent, mais comment tu peux faire. Voilà, en gros, c'est un grand écart, mais non. Finalement, c'est pas un grand écart, c'est aider les gens, mais sur des valeurs humaines. Enfin, mon métier, c'était aussi une aide, qui était différente. Certes, elle était de façon armée, mais pas que, en fait. C'est pas que ça. Ça fait un équilibre, en fait. Je trouve ça assez surprenant que ta perception de la masculinité n'a pas forcément évolué, ou du masculin, ou de comment transmettre le masculin à ton fils quand tu étais militaire, ou avant d'être militaire, et maintenant. Quand tu t'évites de faire comme ton papa, ou à un endroit, en fait, tu fais pareil. Ouais. Alors, j'ai pas mis de. Ce que j'ai vécu avec mon père, qui pouvait être qui est difficile, hein, comme malheureusement ça peut arriver, sur beaucoup de choses, a fait que du coup, ça a duré très longtemps et il a fallu que je coupe les ponts avec mon père, mais mes parents, enfin ma mère aussi. Et aujourd'hui, en fait, j'ai appris à pardonner. Cette année, je leur ai pardonné en leur disant que ils avaient fait du mieux qu'ils pouvaient et je leur en voulais pas de ce qui s'était passé. Mais pour autant, même si je l'ai pardonné, voilà, je leur souhaitais le meilleur à chacun d'eux. Mais moi, ma vie, en fait, elle m'appartient à moi et je ne rentrerai pas dans ce qu'on a voulu essayer de me reprocher en permanence parce que c'était jamais suffisant, parce que j'étais jamais assez bien. Et puis, il y avait beaucoup de non-dits, beaucoup de mensonges. Et du coup, ça restait quand même très violent. Et en réflexion, en fait, en permanence, tu passes ton temps à te dire, ben, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Et puis,
avant de te rendre compte, mais t'es pas le troisième parent, quoi. Tu es qu'un enfant. Donc, dans tous les cas, tu pouvais rien faire. On a essayé de te mettre une responsabilité qui n'était pas à toi. Alors moi, je l'ai vécu très longtemps parce que j'ai un frère et une sœur plus jeunes. Donc on m'a maintenu dans ce truc-là. Ils avaient besoin de moi et tout ça. Donc même si j'avais ma vie de famille, c'est on a besoin de toi. Ils ont besoin de toi. Donc en fait, on joue sur la culpabilité, sur l'émotion. Alors moi qui étais complètement dedans, t'imagines que ça marchait très très bien. Hein. Jusqu'au moment, c'était trop en fait. C'était trop. Et mon fils, au final, c'est pas un grand écart, mais si tu veux, déjà, c'est de dire, moi, je serai pas violent avec lui, ça, c'est pas possible. Après, c'est beaucoup de travail sur soi. J'ai fait une grosse thérapie à mes 30 ans parce que j'arrivais plus à gérer avec mon fils. À cet âge-là, je dois le reconnaître, c'était plus difficile, c'est-à-dire que j'arrivais plus à être acteur de ma vie, mais j'étais comme spectateur dans les moments de vie complice. Parce que la complicité qu'il avait avec sa maman, moi, j'arrivais pas à profiter de l'instant. Je me sentais comme gêné, comme si j'y avais pas le droit, parce que vu que j'avais pas connu ça avec mon père, j'avais peur d'être gauche, j'avais peur de mal faire. Et du coup, je préférais rester en retrait. Alors, ça pouvait laisser une distance. Et du coup, pendant 1 an, tu vois, j'ai travaillé un peu moins d'1 an. J'ai travaillé quand même dessus pour comprendre d'où ça venait. Donc, j'ai compris que c'était pas inconscient, tout ça. Papa, c'était l'effet qui m'appelle en permanence, ça me ranimait les souvenirs de ce que je pouvais vivre et de dire, mais après, ça m'appartenait à moi de faire ce que je voulais. C'est pas parce que, même si je fais mal, lui, il sera content de partager, tu vois, les moments de rire, même si je sais pas aussi bien avec moi qu'avec sa maman. J'avais la crainte de pas être à la hauteur. En fait, c'est plus ça. Mais par rapport aux valeurs, tu vois, c'est quelque chose. Avec mon fils, tu vois, je lui lis des histoires depuis qu'il est tout petit. C'est le moment privilégié, tu vois, chaque soir, c'est les lectures d'histoire. Ça fait partie de soi, l'encourager sur tout ce qui est artistique, toutes ses inventions, tous les questionnements. Il a beaucoup de questions. Un enfant qui est très, très curieux, très avancé sur pas mal de choses. Et ne serait-ce que pouvoir répondre, et tu vois, d'avoir ce moment où il s'est dit, c'est toujours vers toi qu'il vient, en tant que papa. Papa, j'ai une question, papa, j'ai ci, papa, j'ai ça. Et des questions profondes, tu vois, du coup, qui te dit, ok, d'accord, merci. Et il revient, ça fait son chemin, et tu te dis, papa, t'as tout gagné, quoi. J'ai pas eu ça avec mon père parce que je pouvais pas le partager, mais c'est pas parce que je n'ai pas eu que je sais pas le faire, tu vois, ou que je retombe forcément dans ce même schéma. Là, c'était tout ce qu'il fallait, pas tout ce qu'il fallait pas faire, mais il y a quand même beaucoup de choses où je voulais certainement pas faire vivre avec mon enfant et pas le vivre moi. Donc, du coup, au final, c'était facile de passer sur quelque chose de plus sain, quoi. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, Nico. Très bien, c'est très bien répondu. En plus, c'est marrant parce que je lis un bouquin, je en reparle, qui s'appelle La volonté de changer, qui est écrit par une féministe américaine et qui parle beaucoup des hommes et qui dit que, je trouve, et c'est marrant ce que tu racontes, qu'en gros, souvent l'enfant, et surtout le petit garçon pour un papa, peut soit comme toi être une porte. Ah putain, mais j'ai perdu ce monde-là, j'ai perdu cette innocence, j'ai perdu cet imaginaire, j'ai perdu cette simplicité émotionnelle, j'ai perdu cette sensibilité. Donc soit comme toi, il t'arrête et c'est ce qui en gros, comme tu le dis à un moment, c'est ce qui t'amène chez un psy visiblement quand t'as 30 ans, c'est celui qui t'amène à te reposer au moment du Covid. Et enfin, il a l'air d'être, tu vois, une sorte de pivot pour te rappeler, putain, il y a autre chose que... Enfin voilà, mon enfant et son innocence me ramènent à ça. Et j'ai la sensation que nos pères, et que pour certains pères, ça peut être l'inverse. C'est putain, j'ai perdu ce truc et c'est tellement loin, c'est tellement inconnu que je vais tout faire pour faire taire cet enfant. Et c'était une des idées qu'elle avait et qui est souvent une violence des pères. C'est putain, la liberté qu'il a, moi je comprends plus, je l'ai tellement étouffé, je me suis tellement scindé de mon innocence, je me suis tellement scindé de mon intériorité, je me suis tellement scindé de mes émotions, de ma joie de vivre, que cet enfant est un miroir trop violent pour moi. Et donc je vais tout faire pour le formater à quelque chose dans lequel je peux me relier, qui va être et parfois ça va sortir de manière, enfin moi c'était pareil, hein, j'ai deux pères qui sont nés en 1933 qui ne comprennent rien à tout ça, qui ne comprenaient rien à tout ça, et je me dis que c'est intéressant, enfin je trouve ça beau aujourd'hui dans cette génération où effectivement les enfants peuvent repermettre à certains pères comme toi d'aller s'ouvrir,
Alors que je pense qu'à d'autres époques, c'était putain, c'est quoi ce morveux qui parle et qui a des émotions et qui rigole. Moi, ça fait 50 ans que je sais plus ce que c'est. Et donc, je vais l'éteindre. Totalement. C'est le miroir en permanence. Hein. Toute rencontre, toute personne ne fait que miroir par rapport à ce qu'on a. Donc, soit elle va nous toucher au plus profond de nous, soit elle va mettre en évidence des blessures. Et si on n'est pas prêt, si on n'en est pas conscient, ça peut créer justement ça, ce que tu es en train de décrire. C'est-à-dire qu'il y a un rejet, ça peut amener à des violences. Mais en tout cas, il y a un rejet qui est assez fort parce qu'ils ne comprennent pas, parce que le choc est trop violent, parce que ça leur rappelle eux et que eux n'ont pas eu le droit d'être comme ça. Donc, ils vont reproduire en fait en se disant putain, non, surtout pas ça, quoi. En gros, moi j'en ai souffert, donc il faut que de suite arrêter. Et je pense que c'est ça en fait. Ouais. Moi, c'est la même chose que j'ai envie d'être papa. Il y a toujours une part de moi, j'ai eu des pères un peu pareils, enfin différents, mais qui peut être un peu violents, abusifs et difficiles. Et rien qu'en t'écoutant, je me dis putain, ça me donne envie de. Ok, je sais que j'aurai confiance, que quand je serai papa, je vais avoir envie de l'aimer, et de soutenir ça et de réveiller ça chez moi. Et me dire en gros, je vais reproduire et je vais refaire de la merde comme ce qui m'a été proposé. Ton histoire et ton rapport à ton fils me touchent énormément. Et je trouve ça une belle porte. Merci beaucoup. Moi, j'espère qu'un jour il entendra ça. Alors. Moi, je pense qu'il le vit au quotidien. Pour ceux qui ne le voient pas, moi j'ai rencontré Steven et c'est un homme, si vous êtes à l'écrit, il est ouvert, solaire, bref, ça rayonne. Donc voilà, pour ceux si c'est que à l'écoute, voilà. Parce qu'une des idées que j'avais aussi envie d'aborder, mais on l'a abordé en truc, c'est... On l'a abordé de façon indirecte. On l'a abordé de manière indirecte, mais pour la manière plus frontale, c'est... il est beaucoup dit qu'être un homme, c'est un privilège. Moi, je l'ai rarement vécu de l'intérieur, parce que je constate que souvent, ce privilège vient avec des comportements plus violents, des addictions plus à risque, des comportements plus à risque, plus de personnes en prison, plus de... Et donc je suis là, mais d'un point de vue extérieur, ça peut avoir l'air sympa d'être né dans un corps masculin, mais à plein d'endroits, ça vient par une éducation et par justement ce scindage émotionnel à être parfois des êtres un peu mécaniques et scindés et déconnectés de leur âme et de leur source. Et je me dis, il n'y a rien à envier à être éduqué dans un corps masculin quand c'est fait de manière traditionnelle. Je vais le laisser répondre. Tu peux reformuler. Maria, j'étais d'accord avec la formulation, c'était ça? En fait, je pense pas que c'est enviable, je pense que c'est moins pire. Ouais, c'est plus simple. D'être dans un corps. Alors moi je considère que c'est l'inverse. Le bouquin que je lisais, c'est l'inverse. J'ai pas mal de femmes qui me disent qu'elles trouvent que c'est plus simple d'être une femme que d'être un homme. Donc moi je considère que c'est plus complexe. Moi je pense qu'en 2020... en termes de pression sociale, je pense qu'être un homme reste plus simple. Parce que tu as moins d'attendus, malgré tout. Parce qu'on va te faire croire que c'est toi qui as le pouvoir par rapport à une femme. Une femme, elle n'a pas le droit de s'habiller comme elle veut. Elle peut pas parler de sa sexualité comme elle veut, même si les choses se décantent. Elle peut pas avoir le même poste que tous, où il y aura une différence salariale qui va être faite. On va pouvoir refuser des femmes parce qu'on va dire, mais non, mais en fait, t'as pas eu d'enfant, je vais pas te recruter, tu vas forcément faire un gosse, donc ça m'intéresse pas. Enfin, il y a quand même des choses qui sont physiologiques qui appartiennent à une femme, où le patriarcat est assez rude envers elle. C'est juste sur ce point-là. Alors après, par contre, au niveau des addictions, je veux dire qu'une femme en a autant que les hommes, et peuvent tomber dans les drogues dures, même si tu le vois différemment parce que ça paraît de façon plus douce, mais pour en avoir connu, ça peut être super dur aussi. C'est juste mon point de vue, mais ce qui veut pas dire que c'est facile d'être dans un corps d'homme, mais quand t'es dans un corps de femme, aujourd'hui, en 2022, t'as toutes les pressions d'avant. Tu dois être une bonne mère, une bonne ménagère, une bonne tout ça. Et en plus, aujourd'hui, tu dois avoir une bonne carrière, tu dois être une bosseuse, tu dois pas sacrifier ta carrière, mais pas sacrifier tes enfants. Et il y a les deux. Alors que dans les corps d'hommes, aujourd'hui, en 2022, il y a quand même... c'est quand même moins compliqué d'accéder à tout ça. On te demande pas d'être un bon père, en tout cas. Ce qui est dommage. Et là-dessus, on peut en parler. Tu vois, par exemple, tu dis la liberté de s'habiller. Moi, je considère que les hommes n'ont pas plus de liberté de s'habiller qu'une femme. Les femmes peuvent s'habiller comme des hommes et comme des femmes. Un homme, quand il s'habille en femme et qui met une robe, qui met des bijoux, qui met des trucs, pour moi, il n'y a pas de liberté. Les hommes, pour moi, il y a moins de liberté pour les hommes de s'habiller comme ils veulent. Oui, mais... Sans être jugé d'homosexuel, sans être jugé, sans être condamné. Dans la liberté sexuelle, moi, si je dis que j'aime me faire pénétrer, j'ai des partenaires qui ça choque.
Enfin, il y a des gens qui sont pas à l'aise avec le fait qu'un homme dans puisse... l'autre sens. Ça marche aussi, une femme qui dirait moi j'aime pénétrer. Les gens, ça les gênerait tout autant. On est en train d'échanger, je suis en train de dire que c'est pas... Il y a des clichés sur qu'un homme peut s'habiller plus librement, moi je considère pas que c'est beaucoup plus simple d'avoir une liberté sexuelle, soit t'es catégorisé homo, soit t'es hétéro, mais l'entre-deux est beaucoup plus subtil. Moi j'ai des partenaires, quand je leur dis moi j'ai envie que tu me fasses l'amour, elles sont complètement perdues, et que moi j'ai envie de mettre dans mon féminin, et que je leur demande d'être en charge de la sexualité. Parce que généralement c'est plutôt à l'homme d'être en charge de la sexualité, dans le rythme, dans le truc, et que tout d'un coup je leur demande en fait, est-ce que tu veux me faire l'amour comme je fais l'amour à une femme? Elles sont complètement paumées, elles savent pas ce que c'est, ça les intéresse, mais elles sont perdues, et parfois elles s'éloignent. Pour moi, je pense qu'il y a beaucoup de clichés dans l'homme est plus libre. Tu vois, l'homme d'être libre, d'être père au foyer, d'être sensible, d'être émotif, il y a plein d'endroits où on a des injonctions à ne pas être. Je ne dirais pas que l'un est pire que l'autre. Mais tu as raison, tu peux pas, en tant qu'homme, tu peux pas non plus t'habiller comme tu le souhaites. Mais dans tous les cas, en fait, il y a trop de violence parce qu'il y a un manque cruel de considération et de se rappeler que finalement, il n'y a pas de pyramide sur l'humanité. On est dans un cercle et on fait partie tous du même cercle. C'est-à-dire que chacun des âmes, c'est qu'une enveloppe charnelle, peu importe comment tu veux la déguiser, peu importe ta sexualité. On est tous connectés les uns aux autres. C'est là le réveil qui est en train de se passer depuis quand même quelques années. Et pourquoi les gens changent autant en se disant mais merde, en fait, j'ai raté ma vie, mais c'est pas ça que je veux faire. Moi, j'avais un rêve depuis gamin et putain, mais je suis con, c'est maintenant qu'il faut que je change, quoi. Et les gens plaquent tout et partent à l'autre bout du monde ou vont au fin fond de la France pour faire des choses qui paraissent à leurs proches complètement soit stupides, soit ils se disent bon, attends, il a craqué, tu vois, il va aller faire berger. Non mais vas-y, t'es malade ou quoi, ça va pas. Et puis les gens ils vont le faire, mais ils vont se dire ouais, mais en fait c'est ça quoi que je voulais faire moi. Et je suis bien là en fait, je suis bien là parce que je suis centré sur moi-même. Et je pense que par rapport à ça, tant qu'on n'a pas de respect envers soi, ben, on n'aura pas envers les autres. Donc il faut aussi déjà s'aimer soi-même, mais réellement pas juste écouter un podcast ou faire un peu de lecture et se dire ouais, putain ça me fait du bien, mais bon allez, j'ai quand même vachement d'ego encore en moi, donc je suis pas tout à fait prêt à faire tomber tous les barrières, mais ça viendra. Et ce sont des gens, voilà, ce sont des gens comme vous, comme d'autres ici qui vont créer tout ça. Mais le monde est en train de changer, le virage est en train de se faire, ça se voit, ça se ressent en chacun, et du coup, je pense que sur cette question-là de dès qu'on est qu'un homme, c'est encore un privilège. Non, mais tu peux aussi faire ton choix, c'est à ton libre arbitre en fait, de pas porter de jugement, c'est pas parce que tu es un homme que tu es obligé de rentrer en caricature, même si ça va être difficile, parce que vraiment le diktat de la société va te faire croire que tu es obligé d'y aller, mais en fait il n'appartient qu'à toi de dire bah non, j'ai pas envie. Et si tu penses ça de moi, grand bien te fasse. Je sais, je suis en accord avec moi-même, et alors, finalement de faire un travail d'introspection et d'être vraiment en phase, de savoir qui tu es, d'où tu viens et ce vers quoi tu tends. Je pense qu'à partir de là, la société, c'est-à-dire que les infos, déjà, tu ne les regardes plus, que tout ce qui se passe un peu en termes sociétal, ça n'a plus trop d'impact parce que c'est futile. Puis c'est rien. Enfin, c'est pas ça la vie, en fait. C'est pas. Tant que tu restes dans le ici et maintenant, qu'est-ce qui importe? Ouais. Et je pense que ça dépend de ta définition de privilège. En fait, quand on dit que être un homme, c'est un privilège, c'est par rapport à aujourd'hui être une femme sur cette planète, l'homme s'en tire mieux. Ce qui veut pas dire que c'est un privilège dans le sens où tout est facile. Ça veut juste dire que y en a un qui est légèrement moins pire que l'autre. Et d'une façon générale, sur cette planète, c'est quand même des hommes qui ont une domination sur des femmes. Je parle d'un point de vue de tendance. Ce qui veut pas dire que c'est facile d'être un homme et qu'il n'y a pas toutes ces pressions et toutes ces contraintes, etc. Je pense que la définition de privilège, elle est dans le sens où il y en a un qui est un peu moins dur que l'autre. Ce qui veut pas dire que c'est le privilège dans le sens où tout est facile, on est privilégié, tu vois. Moi, je partage pas du tout la même opinion. Là, c'est des statistiques. C'est pas dire ni plus dur ni moins dur. Je peux constater que, et c'est une des questions, et c'est ce que je vais être ouvert là-dessus. Il y a des hommes, il est plus facile d'accès à certaines choses pour un homme, pour d'autres non.
Moi, je considère que, quand les chiffres qu'on regardait tout à l'heure, que quand les prisons françaises sont remplies à 96% d'hommes, ça implique que les hommes ont des comportements plus violents, et le truc derrière la violence, c'est souvent la souffrance. Bien sûr. Et moi, je considère, et c'est le bouquin féministe que je bouquinais et j'ai plein, que les corps masculins sont plus en souffrance de manière globale, parce qu'ils sont scindés de leur humanité, ils sont scindés de leurs émotions, ils sont scindés de leur intériorité, et que le corps masculin est plus en souffrance, et que la conséquence de ça, c'est que, et c'est ce qu'on en parlait, et c'est un sujet que moi je trouve intéressant de l'aborder comme ça, que les privilèges que peut donner, ou que va remercier entre guillemets le système patriarcal, ça va être pour compenser la déconnexion que vont vivre les corps masculins. Et que ces privilèges sont une sorte de carotte qu'on va donner au corps masculin en disant merci d'être déconnecté, merci de t'être scindé de ton humanité, et donc en contrepartie je vais te donner des postes à responsabilité, je vais te donner plus d'argent, je vais te donner entre guillemets du succès de trucs, mais l'échange de ça, comme si tu demandais au diable, donne-moi ton âme et je te donnerai du pouvoir. Et je suis là, mais est-ce que c'est vraiment enviable de rentrer pour un... Je pense que c'est le mot privilège en fait qui est pas bon, parce que tu peux pas... c'est juste de dire qu'il n'y a pas de privilège d'être l'un ou l'autre représentant du sexe, puisqu'au final, tu choisis pas ce que tu vas être. En tout cas, du sexe, c'est pas toi, ça va être génétique. Tu vas naître dans un corps de femme ou naître dans un corps d'homme. Aujourd'hui, après, on pourra parler de manière ésotérique et mais bien sûr, que ton âme choisit d'incarner à cet endroit-là, dans ce corps-là, dans cette couleur-là. Moi, je considère qu'à un endroit, ton âme a choisi ça. Pas toi, ta personnalité n'a pas choisi, mais ton âme l'a choisi. Oui. Mais alors, du coup, on parle pas du privilège de la matrice, on parle d'un privilège. En fait, je pense que j'ai compris. Tu vois, typiquement, la pyramide de Maslow, pour donner la notion à ceux qui écoutent, c'est un outil de développement personnel qui classe les besoins des plus urgents aux moins urgents, mais qui sont tous nécessaires pour qu'on se sente bien. Et donc ça part du besoin physiologique, ensuite au besoin de stabilité, besoin de consistance émotionnelle, besoin d'être aimé, de connecter avec les autres, etc. Je pense que la comparaison homme-femme, c'est qu'à l'échelle de la planète, les femmes sont moins souvent dans un besoin comblé physiologique sécuritaire que les hommes plus souvent, et que donc ils peuvent s'intéresser aux questions d'après, ce qui veut pas dire que c'est pas difficile tant que ces besoins-là sont pas comblés, ce qui veut juste dire qu'il y en a un qui a cette chance-là d'être un tout petit peu plus avancé dans l'étage du dessus, ce qui veut pas dire que c'est une chance de pas avoir sa pyramide complète, tu vois. Alors après on peut aborder ça de plusieurs manières. Tout à l'heure tu parlais, tu sais, que s'il y avait un cerveau gauche, un cerveau droit, un cerveau féminin, moi j'ai plein de statistiques et d'études Les sphères, que c'est pas forcément, c'est plus ambivalent que ça. J'ai lu plein de trucs comme dit que la pyramide de Maslow c'est une lecture, mais c'est pas forcément. Il y a plein d'autres pyramides et que ça s'applique pas de manière globale. Je peux reprendre des exemples que beaucoup on va dire, tu sais, que tu vas dans des pays comme en Inde et tu regardes et ils ont rien et ils sont heureux. Donc c'est pas forcément. Oui, mais en Inde, les femmes sont plus persécutées que les hommes. Tu vois, il y a encore tellement de pays où ils ont rien, où la femme elle est mariée d'office, où elle a pas son choix. Ce que j'essaye de, et après on peut ne pas être d'accord, j'entends. Ce que je veux dire c'est que d'un point de vue extérieur, les corps masculins ont l'air d'avoir quelque chose de plus libre et d'avoir plus de privilèges ou d'accès à quelque chose. Moi, ce que j'essaie de dire, c'est que si tu regardes que ce prisme-là et que tu regardes pas l'intériorité, en gros, ce choix, je sais plus comment c'est quoi, c'est avec qui, c'est avec qui tu fais le pacte avec le diable, où tu renonces à ton âme pour avoir. Il y a pas en gros que ça vient pas que juste avec le côté extérieur, c'est que ces récompenses extérieures que favorise et remercie le patriarcat viennent avec renoncer à ton humanité. Ouais. Et que pour moi, je dis à ta féminité en tout cas. En tout cas, à ta féminité, qui est un accès à un endroit, à ton humanité, à ton monde émotionnel, à connexion à la. Si t'as pas ça, tu peux pas te connecter à ta source, tu peux pas te connecter à l'amour. Et donc, ce que j'essaye de dire, c'est que ce trade-off, si on voit que l'aspect extérieur et qu'on dit ah oui, c'est mieux d'être dans un corps masculin, sans regarder qu'en fait derrière, il y a ce pacte délétère. C'est ni mieux ni moins bien, c'est juste pour dire que c'est pas forcément mieux quand tu es dans un corps masculin et que d'être déconnecté de ton humanité, en tout cas pour moi, et qu'on me dit ah c'est mieux. Moi cette déconnexion et le travail qu'il me faut depuis 20 ans pour me réautoriser à me reconnecter à mon âme, à être humain, à avoir des émotions, à me dire que je peux créer quelque chose de bien, ça bien sûr. Et que tu vois ça, pour moi, c'est un truc que j'ai envie de dire dans ce podcast, c'est que j'ai envie qu'on voit l'ensemble et la globalité de ce que c'est être un corps masculin, et pas juste le truc qu'on a envie parce que c'est ce qui est promu dans notre société patriarcale,
Bien sûr. Mais le discours, c'est pas du tout être masculin, c'est la solution idéale et que ça résout tous les problèmes. Tu vois ? C'est pas ça du tout le discours. Mais par contre, je me sens obligée de nuancer quand tu dis que être un homme, c'est pas une situation plus confortable qu'être une femme sur cette planète. Ça dépend sur peut-être quoi. en France, quand on a un niveau de vie qui nous permet de nous poser ces questions-là, mais il y a tellement de personnes qui n'ont même pas le luxe de se poser ces questions-là. Et à ce moment-là, quand t'as pas le luxe, quand t'es une femme, souvent c'est pire. Et donc c'est là que c'est important de nuancer ton discours. Je sais, et ben là-dessus, j'ose émettre, je sais, c'est peut-être pire de point de vue extérieur, mais du vécu de l'intérieur et de quel. D'être une femme de 14 ans mariée à un inconnu et que t'as aucun pouvoir décisionnel sur ce que tu vas faire, ce qui est une réalité pour beaucoup de femmes dans ce monde. Je te parle, on va revenir en France et on peut parler après. Tu peux, enfin moi, tous ces exemples-là, je peux t'envoyer les enfants qu'on envoie à la guerre, les enfants qui se font sauter, les mecs qui sont. Enfin, c'est pour moi, il y a un. Il y a l'intériorité et l'extériorité, et c'est les deux qui prennent en compte. Et si tu prends que l'aspect extérieur, pour moi, c'est une lecture biaisée de ce que c'est que vivre dans un corps masculin. Est-ce qu'on peut parler de est-ce que les corps masculins sont plus heureux que les corps féminins? Enfin, je pense pas. Tu vois, et c'est à cet endroit-là. Est-ce qu'on va parler que de trucs extérieurs, mais est-ce que c'est plus sympa d'être dans un corps masculin? J'en sais rien. Il y a des inégalités. Je considère qu'il y a des femmes qui ont plus de... Tu vois, est-ce qu'être une femme blanche et t'as pas plus de pouvoir et plus de privilèges qu'un homme noir en banlieue? Si, bien sûr. Donc pour moi, c'est pas qu'une question de genre, parce qu'après, pour moi, c'est un podcast sur le genre, mais pour moi, les plus grandes inégalités, je vais le dire, c'est l'argent et la beauté. Et ça, c'est les deux critères qui peuvent, si t'es riche, tu peux transcender ta couleur de peau, ton genre, ton ethnicité. Et que toutes les femmes n'ont pas moins de pouvoir que tous les hommes. Ça dépend du contexte, ça dépend du milieu social, ça dépend de ton éducation, ça dépend de plein de choses, et que c'est plus subtil que... C'est les femmes qui ont le plus de pouvoir. Derrière chaque homme de pouvoir, il y a toujours une femme. Même si on te dit oui, c'est un gouverneur, c'est le président de la République, les femmes, elles sont au courant de tout. Quand tu partages on va dire comme à l'ancienne, enfin, à une époque moyenâgeuse, de partager sa couche, c'est à ce moment-là où tu partages le lit, c'est là où tu vas parler, parce que en tant qu'homme, tu vas forcément te tourner vers une femme pour te poser des questions, ou vers, en tout cas, quelqu'un qui a une part de féminité suffisamment importante pour venir discuter, parce que tu auras besoin de réconfort, parce que tu as des questions essentielles, parce que sur le plan subtil, au bout d'un moment, ça va te rattraper. Et même si tu peux paraître le mec le plus macho au monde, etc., il va forcément se tourner au bout d'un moment vers quelqu'un qui a soit une femme, soit une part de féminité, pour être entendu, pour être rassuré. Est-ce que vraiment ce que je fais, est-ce que c'est bien? Qu'est-ce que tu penses vraiment de ça? Même s'il se mente. Mais la question va se poser. Il est rare que tout homme aussi dur qu'il puisse être, se mente tu vois, jusqu'au bout. Et se disent, OK, j'ai besoin de personne et je vais rester qu'avec moi-même. Quoi. Tu vois, et se poser des questions à soi-même, c'est super dur. C'est souvent la solitude va faire que du coup, tu vas exploser. Quoi. Moi, j'imagine que les hommes c'est souvent dit que l'un des rares endroits où les hommes peuvent s'ouvrir, c'est après et avant le sexe, dans ce moment d'intimité. Et c'est le moment de partage, il y a beaucoup effectivement, je pense que parce qu'au niveau d'énergie aussi. Ouais, je pense que l'inaccès à son féminin pour les hommes, ou à pouvoir parler avec une femme, ou à parler entre mecs, amène à des comportements de violence qui font que s'il n'y a pas, ils ont des comportements, comme tu le disais, qu'il y a pas mal d'hommes qui viennent dans l'armée pour du frisson. Je me dis, c'est ouf, tu vois, c'est encore aller dans ça pour un comportement à risque, pour du frisson, pour de l'adrénaline. Et je pense que cette déconnexion que les corps masculins peuvent vivre fait qu'ils ont besoin d'adrénaline, de violence pour ressentir quoi que ce soit. Ils sont tellement déconnectés que c'est dans cette adrénaline et dans ce truc ou dans des comportements à risque que tout d'un coup il y a de nouveau une sensation, une excitation et un sentiment d'être vivant. Et moi, ce que je veux dire, c'est que je trouve ça triste que pour beaucoup de corps masculins, ce soit à travers la violence, à travers les comportements à risque, à travers ça, et que ma vision, c'est que dire que ça c'est enviable,
entre guillemets, en disant que t'es privilégié, enfin, c'est ce que pour moi, dans ce que j'entends dans le mot privilégié, c'est peut-être ça ma définition que j'aime pas, c'est dire ça c'est enviable. C'est dire que. Ah non, privilégié veut pas dire enviable. Oui, mais si t'as alors je sais pas ce que ça veut dire. Quand on dit être un homme c'est un privilège, ça veut pas dire que la situation est enviable et qu'elle est parfaite et qu'elle est idyllique et que ça serait la solution à tous les problèmes. Ça veut juste dire qu'elle est peut-être moins pire que celle d'être une femme. Mais moins pire, ça veut pas dire bien. Moi, moins pire, je sais pas, surtout, c'est quel critère, quoi. Ça veut dire sur quel critère. Ouais, sur quel critère tu te bases. Et c'est là, moi, c'est ça, ce mot que j'ai envie de challenger. Et on va peut-être se faire taper dessus, je ne sais pas, mais toi, j'ai envie de pouvoir challenger sur quel critère nous basons pour dire que c'est enviable dans sa globalité. Sur la liberté de choix de qu'est-ce que je fais de mon corps, qu'est-ce que je fais comme carrière, est-ce que j'ai accès à l'éducation, est-ce que j'ai accès, tu vois, il y a sur ces questions-là. Et je parle pas sur comment je vais me sentir d'un point de vue d'équilibre émotionnel sur l'intégralité de ma vie, je parle pas de ces points-là. Mais ces points-là sont difficilement accessibles quand t'as pas les précédents qui sont quand même un peu posés. Bah pas forcément, c'est là où moi, en tout cas c'est ma réflexion, c'est que ce truc-là qui a l'air si simple pour un corps féminin et qui est votre quotidien plus simplement, d'avoir des émotions, vous avez... Tu vois, quand tu me dis la liberté de choix, je te redonne l'exemple dont on parlait hier. Moi, j'ai vécu, je parlais avec un des grands patrons français. Je vais pas donner son nom, parce que je ne peux pas donner son nom et je ne donnerai pas son nom, qui est connu mondialement dans le monde et une des plus grandes fortunes mondiales. Et il n'a pas choisi son métier. Bien sûr. Le roi de France ne choisissait pas son métier. Donc pour moi, il y a plein de... En fait, si t'es capable d'en citer, c'est que c'est des cas isolés. Bah non. Moi, à la base, je pensais que j'allais devenir banquier. Mon frère pensait que j'allais devenir banquier. Enfin, il y a une injonction à être. Bien sûr. Ah, mais ça, carrément. Donc voilà, et malgré tout, c'est ce qu'on disait hier, il y a moins d'hommes qui s'occupent de petits-enfants, il y a moins d'hommes qui font des métiers du soin, parce que... Et peut-être que ça leur ferait du bien. Et c'est pas pour dire que... Ce que je veux dire, c'est qu'à un endroit, oui, il y a une liberté légale et une possibilité légale pour les corps masculins d'y avoir accès, mais est-ce qu'ils en ont la capacité ou la liberté intérieure de se libérer de tout le conditionnement patriarcal pour aller faire le métier qu'ils ont envie, être homme au foyer et se maquiller ou sortir dans la rue avec des talons et se sentir viril et beau? Je suis pas sûr, et donc j'essaye de comment appréhender ces différentes réalités et sur quels critères on peut comparer l'expérience d'un corps masculin, d'un corps féminin, sans dire qu'il y en a c'est ni mieux ni moins bien, c'est juste deux expériences différentes avec des présupposés ou des préconstruits différents en fonction du sexe. La phrase c'est ni mieux ni moins bien dans une société où on est en Occident et qu'on n'a pas des problèmes existentiels dans le sens où notre existence n'est pas menacée, oui. À l'échelle globale, non. Je vais redéfinir le cadre dans lequel on aborde ces podcasts. Ouais. Je suis hyper d'accord qu'à partir du moment où on a résolu les questions d'urgence, bien sûr que là, oui. Mais malheureusement, on n'en est pas encore à ce niveau-là partout. Ouais. Effectivement, je ne parle pas de pays dans lesquels les droits de la femme sont à zéro. Après, je comprends après ta réflexion, Marc. Voilà. Il y a des choses qui sont, on va dire, de société bien ancrées. Et tu vois, dans la rue, je sais pas, tu vas avoir deux hommes s'embrasser, tu vas les insulter en permanence. Deux femmes s'embrasser, ça sera différent. On va regarder, peut-être, tu vas pas dire espèce de gouine. Bon, ça marche pas, quoi. Tu vois. Non. Bien sûr. Il y a quand même beaucoup de choses. Et là, avec les nouvelles générations qui se disent pansexuelles, ou voire, je sais même plus le dernier terme qui est employé, qui se sentent d'aucun sexe finalement, avec une liberté complètement assumée, et il faut quand même voir et ne pas oublier que ces hommes, ces jeunes hommes, ont des pères, ont des frères, des amis qui sont complètement dans un truc à l'opposé, et se disent mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et on parle de jeunes hommes qui sont en train de s'engager sur une voie avec le regard de tous, avec un éveil en se disant moi j'assume, j'ai pas envie de dire que je suis d'un genre, alors que bon, typiquement si suivant ton organe génital tu fais partie d'un genre, c'est comme ça. Après ça ne règle rien, ça ne change pas ta sexualité, ça veut pas dire que tu vas forcément aller vers un type ou un autre, mais il y a vraiment cette volonté de se couper de toute classification et de dire en fait je suis propre et unique et je fais en gros je fais ce que je veux et personne ne me dira ce que je fais, quoi.
Enfin, ça peut être poussé un peu même dans un extrême qui aujourd'hui peut vraiment être dur à comprendre dans cette réflexion. Qu'est-ce qui a fait que tu te pousses vers là? Pourquoi tu as ce type de réflexion? C'est des. Après, il y a donc non-binaire, gender fluide, parce que moi je me sens plus fluide aujourd'hui, je me sens plus ni hétéro ni cisgenre. Enfin, ça dépend, il y a des jours je me sens homme, il y a des jours je me sens femme, il y a des jours je me sens ni l'un ni l'autre. Et en même temps, moi, de ce que je peux entendre et voir et percevoir, c'est qu'il y a malgré tout une sorte d'injonction aujourd'hui dans une jeune génération à être pansexuel, à être non-binaire. Il y a le contre-effet. Mais il reste, c'est marrant, à la limite, on se libère d'un truc, mais il y a quand même une sorte de pression. Oui, parce que maintenant, si t'es une nouvelle génération et que t'es pas, que t'es genre hétéro, ça va pas, quoi. J'ai l'impression qu'il faut quand même être non-binaire et être pansexuel, et il n'y a pas encore complètement de liberté à. C'est tout aussi bien d'être hétéro que pan, que bi, que. Enfin, tu vois, il n'y a pas encore de truc complètement libre. Je sais pas, c'est une liberté qui, moi, me sent encore avec une pression de mettre un label de liberté. Il y a une sorte de pression à la liberté. Si t'en fais pas partie, tu seras pas respecté par rapport à ça. Tu seras plus cool. J'espère que c'est une étape. Moi aussi. Pour arriver vers ça. Et la grande question que je pose sur ça et que tu dis, et que je ne sais pas encore, c'est est-ce que c'est... Pour moi, c'est à la fois une fuite et une solution. C'est à la fois fuir tous les injonctions que tu peux avoir dans un corps et dans les injonctions du féminin et du masculin. C'est à la fois dire moi je veux pas, et en même temps il y a une part de moi qui me dit il y a malgré tout dans notre génétique, dans notre passé, dans notre inconscient collectif, dans notre égrégore, dans notre transgénérationnel, il y a de ça. Et donc comment est-ce qu'on peut transmuter le transgénérationnel? Est-ce que c'est une solution de dire ok moi je me coupe complètement de tout le passé? Est-ce que ça fonctionne? Non, tu peux pas te couper, tu peux t'en libérer par contre. Mais tu vois, on est sur les plans énergétiques et subtils, mais ça moi c'est la question que je pose sur ces trucs-là, parce que moi j'ai du mal à comprendre le non binaire. Gender fluide c'est beaucoup plus simple pour moi, parce que j'aime jouer dans des binarités. J'aime jouer dans la polarité, j'aime être triste, joyeux, j'aime être grand, petit. Enfin, tu vois, j'aime la polarité, je trouve ça intéressant. C'est une des expériences humaines, c'est de pouvoir jouer dans la polarité et après de pouvoir être tout le champ de polarité. Et c'est une question que tu soulèves, enfin que moi je soulève, c'est moi j'ai hâte d'être dans 10 ans, 15 ans pour voir ce que ça va nous amener dans est-ce que ça a été une transition passagère pour pouvoir déconstruire quelque chose et revenir à quelque chose de on va pouvoir de nouveau choisir librement ou pas. Moi, je ne sais pas. On verra. On verra. Et maintenant, pour clôturer l'épisode, voilà les questions rapides. Qu'est-ce que tu aimerais que ça inspire le masculin? C'est une très bonne question, ça. L'amour. Ok, c'est beau. Et quelle forme d'amour? L'amour inconditionnel, ouais. Ok, cool. Vas-y, c'est où? Ça a été Qu'est-ce que ça a été pour toi de grandir dans un corps d'homme? Beaucoup de remises en question. Beaucoup de découvertes. Est-ce que tu as eu des envies de vivre dans un corps de femme? Non, j'ai pas eu envie. Par contre, je me suis déjà posé la question, qu'est-ce que ça ferait de vivre dans un corps de femme? Et c'était quoi ce qui a motivé ta question? C'est dans la réflexion de se dire, putain, en tant qu'homme, tu agis et tu penses en tant qu'hétérosexuel. Donc, du coup, tu penses comme un homme par rapport à les femmes et te dire, putain, mais en fait, est-ce que finalement pas mes priorités, mais ce qui m'intéresse de savoir sur une femme, me dire, putain, ça me plaît, ça j'aime bien. Et en fait, si j'étais une femme, est-ce que je réagirais avec les mêmes raisonnements qu'un mec? Est-ce que ce serait encore plus grand? Est-ce que ce serait complètement futile? Et ouais, comment t'es dans ton corps? Est-ce que ça change? Est-ce qu'il y a des choses qui changent? Est-ce que c'est pareil? Du coup, ta façon de penser, parce qu'on sait qu'on est quand même différents. Et te rendre compte, au final, qu'il n'y a pas tant de différence que ça. Voilà, donc c'est ça, tu vois. Si un jour, une journée, tu serais une femme, tu vois, c'est souvent avec des potes du boulot, on s'est souvent posé la question, tu vois, entre copains. Si une journée, tu étais une femme, qu'est-ce que tu ferais? Donc, voilà, c'était, tu vois, alors qu'on parle d'unité particulière, etc. Mais tu vois, pour te dire qu'on avait quand même des moments où on savait rien, c'est putain, moi je ferais ça. Et voilà, chacun avait un point de vue différent s'il était une femme, pour savoir, pour connaître, en fait. 24 heures dans le sexe opposé, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu aimerais vivre? Donc c'est super intéressant. Qu'est-ce que tu aimerais faire, toi, si tu avais 24 heures dans le corps d'une femme? Je pense que déjà faire amour avec un homme, si j'étais avec un corps de femme, évidemment, tu vois, pour savoir la sensation, avoir ça. Je sais pas, qu'est-ce que ça fait quand est-ce que tu as un enfant, le fait d'accoucher, je sais pas, plein de trucs en fait.
d'avoir des questionnements, le raisonnement sur les mêmes situations, sur des questions existentielles. T'as tout ce qu'on t'a inculqué en tant qu'homme, et toi, est-ce que finalement le féminin, c'est tout à fait pareil? Voilà, c'est vraiment des choses assez profondes quand même au final, d'essayer de voir, de comprendre en fait. Est-ce que vraiment on est si différent que ça? Parce qu'on n'arrête pas de nous dire qu'on est différent, même si je ne pense pas. Parce qu'il s'agit juste de réunir ton féminin sacré quand tu es un homme et le masculin sacré quand tu es une femme. Ou sinon, tu peux avoir aussi ton féminin sacré en tant qu'homme. Il suffit d'accepter l'homme de façon sacrée. Une fois que tout ça s'est réuni, je pense qu'on est bon. Trop cool. Génial. Quelles seraient les premières mesures que tu prendrais pour tendre vers une égalité? Peu importe le domaine. Arrêter la différence de genre, en fait. Y a pas de... Tu viens avec... Pour tout, en fait, on ne te juge pas sur ton aspect, pour ce que tu es. On te juge aux compétences. C'est-à-dire que quand on recherche quelque chose, si tu colles à ce qu'on recherche, on s'en fout que tu sois un homme, une femme, pas beau, grand, français, pas français, noir, bleu, enfin, on s'en fout. Voilà. En fait, il n'y a pas... ce serait ça. Yeah. Qu'est-ce que tu dirais à ton toi de 5-6 ans? Ce serait quoi si tu devais donner quelques petits conseils ou quelques trucs sur potentiellement liés à ce dont on a parlé ou de manière générale? Je me dirais qu'il avait raison. J'adore. Trop cool. Et la dernière? Et dernière, c'est quoi la dernière fois que tu t'es senti en équilibre dans ton masculin, dans ton féminin, la dernière fois que tu t'es senti complet, entier, et pourquoi? Pas plus tard qu'hier. Pourquoi? Parce que je fais énormément de travail sur moi en permanence, et que la vie, malgré les épreuves qu'elle te met, et actuellement, depuis la blessure, beaucoup de choses ont changé, et beaucoup d'épreuves se mettent devant moi, et c'est qu'il y a quelque chose à apprendre. Et plus tu es complet, plus tu es réunifié, en fait. Et voilà, accepter qui tu es dans tout ça et te rendre compte que tu es bien plus que ça. On est bien plus que ça. Que tout ça, en fait, c'est pas... Il n'y a pas que ça, et c'est illusoire, là, ce qui se passe. Un nouveau monde arrive, ça c'est certain. Et des choses vont se passer, et c'est des choses qui nous dépassent, en fait. Mais quand on a repris notre pouvoir divin, et de savoir tout ce qu'on avait, en fait, ce qu'on a su avant, et se réveiller finalement, je pense que là, ça sera la sagesse. C'est ce vers quoi je tends, en tout cas, j'espère. Cool. Trop bien. C'est une belle conclusion. Grave. J'étais genre, pour ceux qui nous voient pas, mais j'avais les mains, j'étais genre, ouais, genre comme un fan de foot, genre. On a gagné. Grave. Moi, j'ai hâte. Pour le coup, contrairement à d'autres, moi, j'ai hâte du futur. J'ai hâte de savoir ce qu'il y aura demain. Ça m'excite, ça m'intrigue. J'ai envie de découvrir. J'ai une soif de découvrir tout ce qu'on pense aujourd'hui. Qu'est-ce que ce sera balayé par la pensée de demain, et qu'est-ce qu'il y a encore à explorer dans notre humanité. Merci. Avec grand plaisir. C'était cool de t'avoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez soutenir le podcast et nous aider à le diffuser plus largement, nous vous invitons à nous laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram pour suivre les actualités du podcast et nos partages autour de lectures et de découvertes en lien avec ce sujet. On se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode de Homme le podcast.